Chaque investisseur devrait avoir conscience des risques en crowdfunding immobilier. Car avec une rentabilité à plus de 10% et même 12% pour moi sur la première brique, tu n'as pas la garantie de récupérer ton capital et tes intérêts in fine. Il faut donc chercher à maîtriser le couple rendement-risque en évitant certaines erreurs et notamment les 3 majeures que je vais te dévoiler aujourd'hui. Mais avant cela, il faut bien que tu comprennes l'évolution du marché du crowdfunding immobilier depuis quelques années. En 2016, on n'avait que 55 millions de collègues, c'était pas énorme, alors qu'en 2022, on a 1,283 milliard de collègues. C'est clairement colossal et en 2023, on devrait même dépasser ce seuil-là a priori. Donc derrière cela, il faut bien que tu comprennes qu'il y a eu de nouveaux acteurs qui sont arrivés avec de nouvelles plateformes et plein de nouveaux projets. Mais en parallèle, c'est pas si rose que ça parce que tu as beaucoup de retard en ce moment, de plus en plus depuis 2022. C'est lié à plusieurs raisons, mais surtout la hausse des taux depuis quelques mois et quelques années, et également la hausse des prix des matériaux avec l'inflation. Donc tout ça rend plus compliqué la sortie des projets. Les porteurs ont du mal à vendre leurs biens parce qu'ils avaient un prix cible de revente, et la réalité des acquéreurs fait qu'ils ont perdu en pouvoir d'emprunt. Les banques ont renié la capacité d'emprunt de 20-30% en fonction des cas, et ça joue énormément sur les ventes aujourd'hui, on le voit bien selon les indicateurs des notaires sur cette année. Et derrière cela, les retards peuvent se transformer en défauts, et les défauts, on ne va pas les voir demain parce qu'il faut de nombreux mois, de nombreuses années avant qu'un retard se transforme en défaut, parce que souvent il y a des procédures judiciaires. Et donc toi, à ton niveau, en tant qu'investisseur, tu dois absolument éviter certaines erreurs. Je vais t'en partager 3 qui sont majeures, que je vois tout le temps dans les sollicitations qu'on me fait. Et clairement, je suis direct, il faut absolument que tu fasses abstraction du taux sur le projet, parce que c'est la cerise sur le gâteau, tout comme le bonus. Également, ne sois pas impatient d'investir rapidement tes liquidités, tu as le temps. Toutes les semaines, il y a de nouveaux projets intéressants. Et enfin, ne te concentre pas uniquement sur la pré-commercialisation qui peut paraître intéressante, mais souvent, quand il y a une lettre d'intention ou même une promesse de vente qui est signée, écoute, il y a des conditions suspensives, ça peut arrêter, et même si tout est respecté, si l'acquéreur potentiellement décède, ce que je ne souhaite pas bien entendu, ça peut remettre le bien sur le marché. Alors la première erreur que je vois régulièrement auprès des investisseurs qui me suivent sur mes groupes Telegram ou Facebook, ce sont les investisseurs qui vont se concentrer uniquement sur le taux d'un projet ou sur le projet en lui-même parce qu'il est situé dans telle ville qu'il connaît ou quelqu'un lui a dit que c'était un bon projet. Non, il ne faut pas s'arrêter à cela. Et il y a un point très important à regarder dans les plaquettes d'information des plateformes, c'est le profil du porteur ou des porteurs de projet. Il faut absolument qu'ils aient de l'expérience. Alors, pas toujours, ça peut être un investisseur junior, effectivement, qui a une formation peut-être dans l'immobilier, qui n'a pas fait encore de projet, néanmoins c'est un risque, il faut bien que tu comprennes que tout le reste du projet doit vraiment être parfait si tu veux investir sur quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience dans l'immobilier ou en tant que marchand de biens ou dans la promotion immobilière. Après, tu as d'autres personnes qui ont déjà une expérience en location, qui ont déjà fait de la location meublée, de la location nue, qui ont déjà fait certains projets, mais qui n'ont pas d'expérience en tant que marchand de biens ou qui ont fait peut-être un petit projet. Et donc, c'est un petit peu faiblard parce qu'on sait très bien que dans l'immobilier, il peut arriver plein de choses et il faut une certaine expérience pour arriver à gérer les problématiques auxquelles le ou les porteurs pourraient être confrontés. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller vers des projets où les marchands de biens, ont de l'expérience, ont plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience, parce que tu sais qu'il a été confronté à de nombreuses problématiques et qu'il va savoir probablement les gérer. Et justement, je t'ai mis la photo de Warren Buffett. Alors tu vas me dire pourquoi, oui, Warren Buffett, on le met à toutes les sauces, c'est le plus grand investisseur au monde. Mais il y a quelque chose qui a attiré vraiment mon attention à la lecture de sa biographie, l'effet boule de neige, c'est qu'on pourrait croire qu'il se concentre uniquement sur les chiffres, qu'il sait sélectionner les bons bilans financiers, ce qui est porteur, mais pas seulement, il veut investir dans des boîtes avec un fort management, avec un PDG qui va savoir relever les défis d'une société, la relever si elle est en difficulté ou tout simplement maintenir une croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires sur le long terme. Donc ça, c'est très important de savoir miser sur les bonnes personnes. Donc un autre point qu'il faut absolument vérifier, c'est l'endettement de là où les sociétés du porteur de projet. Alors souvent, il y a plusieurs sociétés, enfin quoique pas tout le temps. Il y a une société sur laquelle va y avoir le bien concerné par la collecte, mais également peut y avoir une holding au-dessus. Et ce qui est important à ce niveau-là, c'est de vérifier l'endettement des sociétés et surtout regarder le ratio capitaux propres et dette nette qui ne doit surtout pas dépasser les 3 parce que sinon, ça veut dire que l'endettement est assez conséquent et qu'il y a des risques potentiellement pour la suite. Il faut bien comprendre que si une personne ou une société est endettée, tu peux avoir un grain de sable qui arrive par la suite et qui va complexifier la situation et la mettre dans une situation totalement ingérable. Mais attention également au projet de refinancement parce que ça veut dire que la société et le porteur sont en manque de liquidité, elles ont besoin de flux frais, d'argent pour combler sûrement certaines dettes parce que
Probablement, elles ont un stock de biens immobiliers qu'elles n'arrivent pas à vendre en fonction du contexte économique, mais ça se trouve, ça ne va pas se résorber comme ça dans les mois futurs. Donc attention également au projet de refinancement et donc à la dette des porteurs de projets. Alors un autre point qui est très important à regarder concernant les porteurs de projets, c'est ces projets en cours et terminés. Bien entendu, s'il a que des projets en cours, écoute, ça risque d'être compliqué parce que c'est quelqu'un qui lève beaucoup de dettes en ce moment, mais on n'a pas la garantie qu'il pourra terminer ses projets à temps. Alors c'est pour ça que dans les plaquettes, les plateformes font le job, elles mettent vraiment l'historique du porteur de projet, le track record des projets en cours ou des projets terminés. Et ce qui est bien souvent, c'est quand tu as un porteur de projet qui a déjà réalisé 3 ou 4 opérations du même type. Par exemple, il y en a 3 qui sont terminées, il y en a une autre qui est en cours, et puis là, elle est en train de lever des fonds pour une nouvelle collecte pour avoir un deuxième projet en cours. Donc là, tu vois que c'est cohérent. Par contre, à l'inverse, des fois, tu as des personnes qui ont plein de projets en cours, et là, tu sens un petit peu le danger, donc il faut faire attention à cela. Et un autre point très important, et ça sera le dernier concernant le ou les porteurs de projet, c'est l'apport en fonds propres. Si cet apport est inférieur à 10 ou 15%, clairement, warning, parce que ça veut dire que la personne ne se mouille pas énormément. Alors, soit elle veut mettre le minimum de fonds propres pour multiplier les projets et donc bénéficier de l'effet de levier au maximum, mais attention, warning, parce que ça peut être dangereux, ou soit c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas les fonds, elle est très endettée et donc elle veut mettre le strict minimum. Donc moi, j'aime bien personnellement plutôt investir dans des projets où le porteur se mouille réellement et apporte plus de 15%, même plus de 20%. Voilà, régulièrement, on voit passer des projets où les personnes apportent entre 20 et 25%. Et donc là, tu te dis clairement qu'on est quasiment au quart de la somme nécessaire à apporter. Et donc ça, c'est bien, la personne est vraiment engagée dans le projet qu'elle va devoir piloter. Donc la première erreur majeure qu'il faut absolument éviter, c'est ne pas se soucier du profil et de l'expérience du porteur de projet. Alors la deuxième erreur majeure, c'est ne pas vraiment faire attention à l'emplacement. Tu connais l'adage, souvent en fonction des localisations, écoute, tu as un marché et tu dois vérifier un certain nombre d'éléments autour de cela. Il ne faut pas investir, encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans un projet avec une forte rentabilité où tu te dis, c'est bon, j'y vais all-in. Non, il faut que tu vérifies des choses et notamment l'emplacement. Ça fait partie des critères principaux à vérifier sur un projet. Alors déjà, tu dois regarder la géographie. Il y a des régions qui sont bien plus porteuses que d'autres. Souvent, je parle de la région PACA, au bord de la mer Méditerranée, également en Haute-Savoie, tout ce qui est la frontière atlantique. Souvent, l'emplacement est correct, mais il y a d'autres régions qui sont un peu plus délicates, certains départements et même certaines communes qui sont en difficulté, donc fais attention à cela. Et l'autre point également plus local, tu dois vérifier, parce que souvent on a l'adresse du bien, tu dois vérifier que dans l'environnement immédiat, qu'il n'y ait pas de nuisance sonore. Alors dans les plaquettes, souvent, et notamment c'est le cas sur la première brique, ils indiquent le niveau sonore relevé autour du bien parce qu'il pourrait y avoir potentiellement une autoroute ou si tu es en ville, il pourrait y avoir une grosse route ou un boulevard assez conséquent avec pas mal de trafic. Tu peux également avoir une voie ferrée qui n'est pas loin, donc fais attention vraiment à cela. Tu peux aussi avoir des nuisances visuelles. Alors, je l'ai vu récemment dans une plaquette, tu avais une belle maison à rénover, faire un bien vraiment haut de gamme, mais derrière, quand tu allais dans la rue, tu voyais qu'il y avait des tours de 5-6 étages derrière, donc c'était pas vraiment top. Et fais attention également à l'environnement immédiat et les commerces, parce que si tu as des commerces, c'est toujours un plus, notamment les biens qui sont plutôt en hypercentre ou au centre d'une commune plutôt que des biens en périphérie où tu as besoin de prendre ta voiture pour aller faire des courses ou acheter des biens de première nécessité. Donc la géographie, c'est très important. Et le deuxième point que tu dois vérifier, qui est totalement lié à l'emplacement, c'est le prix de sortie. Ton projet, écoute, il y a un bilan financier et souvent, vis-à-vis du prix de vente ciblé, on a un prix de sortie au mètre carré et tu dois vraiment vérifier qu'il concorde à la réalité du marché local. Alors attention, si c'est un bien à rénover, automatiquement, tu vas avoir un prix entre la fourchette basse et la fourchette moyenne du marché, alors que si c'est un bien à rénover ou neuf, automatiquement, tu vas être dans la fourchette haute ou en dessous de la fourchette haute, entre la fourchette moyenne et la fourchette haute. Et donc, pour regarder cela, et ça rejoint notamment le point suivant et l'évolution du prix de l'immobilier, écoute, il faut aller sur le site Meilleurs Agents. Alors souvent, il y a des éléments également dans les plaquettes, mais je te recommande de faire l'action toi-même parce que comme ça, c'est très formateur. Ici, tu as le prix moyen au mètre carré pour des appartements ou le prix moyen au mètre carré pour des maisons. Tu as également la fourchette basse et la fourchette haute. Alors clairement, si tu vois un bien ou un projet qui sort avec un prix au mètre carré supérieur à la fourchette haute, warning, ou alors il faut vraiment que le bien soit de très grande qualité. Mais attention, parce que si c'est des biens avec un certain standing, il faut vraiment que l'emplacement soit top pour que ça puisse se revendre et que ça soit vraiment liquide. Donc ça, c'est très important de regarder ça sur Meilleurs Agents. Et sur ce site-là, également, tu as l'évolution du prix localement en fonction de l'adresse que tu auras saisie en haut. Donc là, pour Lyon, on voit que côté appartement, écoute, attention,
il y a une baisse de moins 8% depuis 2 ans, moins 7% depuis 1 an. Donc tu vois que c'est en train de se casser la figure. Lyon et Bordeaux, ce sont les 2 grosses villes françaises où le marché de l'immobilier est vraiment a baissé énormément depuis 1 an, 2 ans. Donc ça, c'est à prendre en compte, surtout si le porteur de projet te sort un prix de sortie assez conséquent et que tu vois qu'il y a peut-être une différence avec la réalité du marché. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Et un autre point à prendre en compte, c'est l'évolution de la population localement. Donc ça, souvent, c'est présenté dans les plaquettes. Mais moi, je te conseille également régulièrement d'aller sur l'INSEE. Sur l'INSEE, tu tapes dans Google tout simplement la ville INSEE. Ils vont te donner un certain nombre de statistiques sur la population. Et notamment, ici, tu as un tableau avec l'évolution de la population depuis quelques dizaines d'années. Là, je suis sur la commune de Bergerac, en Dordogne. Et tu vois que la population depuis 1968, elle n'a pas beaucoup varié. On était à 27 000 en 1968, on était à 27 764 en 2014, et là, tu vois quand même que depuis quelques années, donc en 2020, on a perdu 1400 habitants, ce qui représente quand même 5% de population en moins. Donc attention à cela, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être moins de demandes, qu'il y a peut-être des entreprises qui ont fait faillite, le marché est peut-être plus compliqué, et donc il y aura peut-être moins d'acquéreurs. Donc comme tu le vois, l'emplacement, c'est un élément clé de tout projet immobilier, que tu fasses du crowdfunding immobilier, de l'immobilier fractionné, de l'immobilier physique en direct, que tu peux faire aussi, c'est crucial et c'est un élément clé que tu dois absolument analyser, sinon c'est une erreur majeure qui pourrait t'amener du risque derrière, potentiellement des retards ou des défauts. Et maintenant, on va passer à une troisième erreur qui est régulière, c'est de ne pas se soucier des garanties et des sûretés qu'il y a sur le projet. Donc ça, c'est hyper important. Je dirais, ça arrive en troisième position parce que avant tout, il faut vérifier la cohérence du projet, si le projet est bon ou pas bon. Est-ce que le porteur du projet t'inspire confiance? Est-ce qu'il a de l'expérience? Mais après, c'est toujours très important d'avoir des garanties et des sûretés parce que même si les 2 autres points sont bons avec un super emplacement premium, même si ton porteur de projet a de l'expérience et une société très peu endettée, écoute, il peut y avoir des problèmes. C'est la vie en immobilier et si tu as une bonne garantie, écoute, tu t'en sortiras mieux pour récupérer ton capital et tes intérêts. Alors, ce que je voulais te dire là-dessus, c'est que moi, personnellement, je cible toujours des projets où il y a une fiducie ou une hypothèque de premier rang. Alors, la fiducie et l'hypothèque de premier rang sont très intéressantes parce que c'est des sûretés sur le bien. Ce ne sont pas des garanties sur la société portant le projet, sur la holding ou une caution personnelle. C'est vraiment une garantie sur le bien, ce qui veut dire que si le projet se passe mal, écoute, via ces leviers, on va pouvoir récupérer le bien. Alors, la fiducie reste quand même la meilleure garantie par rapport à l'hypothèque de premier rang. Pour moi, c'est la garantie reine. Alors, même si on ne la voit pas souvent, parce que l'avantage, c'est que si ça se passe mal, il y a un fiduciaire intermédiaire qu'on va pouvoir solliciter, qui va pouvoir récupérer le bien et le vendre par le process classique. Alors que pour l'hypothèque de premier rang, on va avoir un double problème par rapport à la fiducie. Le premier, c'est qu'on va devoir passer au tribunal devant le juge. Donc ça demande énormément de temps. Donc les délais vont se rallonger en cas de retard. Donc ça va te repousser d'autant la récupération de ton capital et tes intérêts. Et le deuxième problème, c'est que derrière, le juge va trancher une vente aux enchères. Et souvent, aux enchères, écoute, il y a une décote sur la vente des biens. Ça veut dire que potentiellement, tu ne pourras pas récupérer tous tes intérêts, voire même une partie de ton capital. Et donc ça, c'est vraiment un risque à ne pas sous-estimer. Néanmoins, ce qui est vraiment important, la base de la base, c'est d'avoir au moins une fiducie et une hypothèque de premier rang. Si tu vois des projets où il y a seulement une GAPD, une caution personnelle, un nantissement de parts ou de titres de société, attention là-dessus, c'est pas suffisamment sécurisé vis-à-vis du changement de paradigme et du marché actuel et des risques encourus sur un investissement à plus de 10%. Un autre point important à voir, c'est la couverture hypothécaire. Parce que même si tu as une fiducie ou une hypothèque de premier rang, si par exemple on prête 500 000 € et que l'achat du foncier du bien au départ est que de 300 000 €, le problème c'est que si le projet capote dès ce moment-là, si on revend le bien, on va récupérer que 300 000 €, ou peut-être même avec une décote, alors qu'on a prêté 500 000. C'est pour ça que je choisis plutôt des projets où le montant du foncier est plus important que le montant de la collecte. C'est pour ça que si on a une couverture hypothécaire à plus de 100%, ça pourrait couvrir directement le remboursement des intérêts d'une part et surtout le capital, parce que préserver son capital, c'est la chose la plus importante quand tu investis. Alors voilà ce que je pouvais dire sur la meilleure manière de sélectionner un bon projet en crowdfunding immobilier, parce que l'objectif c'est d'éviter les pièges, d'éviter les erreurs et de ne pas avoir de regrets. Donc je te rappelle qu'il faut que tu sois vigilant vis-à-vis du profil du porteur de projet, que l'emplacement, c'est vraiment le plus important en immobilier. C'est très important d'avoir un emplacement qualitatif et d'analyser le marché local. Et enfin, il te faut des garanties de sûreté parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer au final. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur cette vidéo. Alors je te rappelle que si tu veux me suivre, écoute, j'ai un groupe Telegram et un groupe Facebook. Il y a les liens en description. Également, si tu veux découvrir certaines plateformes et obtenir des codes bonus
à l'inscription. Je te rappelle que c'est que la cerise sur le gâteau. Tu dois bien sélectionner tes projets. Néanmoins, en description, tu as le lien vers cette page où tu retrouveras tous les codes bonus que j'ai négociés avec les plateformes. J'ai des partenariats avec pas mal de plateformes, donc n'hésite pas à aller consulter cette page si ça t'intéresse. Et si tu es débutant, écoute, je te recommande d'aller regarder cette vidéo. C'est un guide complet de 50 minutes sur le crowdfunding immobilier. Je t'explique comment j'ai investi plus de 250 000 € là-dessus, les avantages et les inconvénients, mes erreurs et également mes réussites. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.